Bonjour Pierre, Salut Jean-Michel. nous sommes le 29 avril, notre vidéo numéro 5. Nous sommes reçus par Pierre Cros à Badens, dans le Minervois, à l'est, est-nord-est de Carcassonne. Et dans ce paysage magnifique, alors, moi je le vois, il est là devant, la montagne est noire, les vignes, la vallée très large, tout est superbe, il a plu, la campagne est magnifique. La qualité de tes vins avait amené ici la première fois. Et l'attrait du personnage m'y amène et nous y amène cette fois-ci. Donc bonjour Pierre Cross et parle-nous de toi. Ah, bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tout. Tout. Tout d'abord, j'ai commencé par être boulanger. J'ai dû quitter l'école parce que mon père était pas en forme. Et l'après-midi, j'allais dans mes vignes, dans des vignes, parce que tout le monde avait des vignes chez nous. Tu n'avais pas 32 ans à l'époque, tu en avais 16, c'est ça? J'en avais 16, voilà. Et puis bon, faire du pain, c'est un beau métier. Boulanger, c'est un très beau métier. Mais aller vendre le pain, après, c'est plus délicat, c'est plus... Les bonnes femmes, c'est bien agréable, mais c'est pas toujours... Parce que c'est les bonnes femmes qui te recevaient dans les fermes et les maisons. Exactement. Ah, Et tu sais, une fois, il le faut cuit, le lendemain, il le faut blanc, et allez, et c'est tous les jours la même rengaine. tu veux nous dire que tu as été initié dans ta relation aux femmes à travers ce Non, public-là? pas du tout. Mais j'en ai quand même le souvenir, comme tu peux le constater, quoi. Mais voilà, donc... et l'après-midi, quand tu vas dans les vignes, que tu es tranquille, que tu regardes, à l'époque, il y avait plein de lapins, il y avait plein de gibier, il y avait plein de choses que je découvrais dans les vignes. Et c'était pour moi le bonheur, c'était pour moi la tranquillité à l'époque. Et tu n'accompagnais pas ton papa déjà à cet âge-là dans les vignes? Non. À la boulangerie, oui, mais pas dans les vignes. Pas dans les vignes. Et là, bon, là, si, les vendanges, évidemment, tu vas faire les vendanges. Bon, là, on n'a pas le droit de le manquer, ça. C'était une autre époque, hein. Et ça fait plus de 50 ans. Plus de 50 ans. Donc, tu avais les vendanges qui étaient à la main, c'était beaucoup d'Espagnols, c'était beaucoup la fête d'abord. C'était un côté festif qui se perd dans la viticulture comme partout, je pense, hélas. Mais, donc, les vendanges, si, on allait faire les vendanges. 50 ans, donc c'était aux alentours des années 1975. C'est ça. Voilà. 75, 76. C'est l'année où, plutôt que d'aller passer mon bac, je quitte l'école parce que il faut que je quitte l'école pour faire tourner la boutique. Parce que la boulangerie était la seule ressource de la famille. C'est ça. D'accord. Les vignes, c'était anecdotique, quoi. Et alors, comment tu es passé de ce métier de boulanger à celui de vigneron? Alors, vigneron, donc, d'abord, tu apprends à observer, tu regardes, tu goûtes les raisins, tu te rends compte qu'il y a des parcelles qui sont différentes des autres. Et après, quand tu fais du vin, tu essayes de retransmettre ça, mais c'est jeune, j'étais trop jeune. On était en partie en cave coopérative, le Patelin à côté, la Marseillette. Mais en partie seulement. En partie. Parce que ton Partie, papa faisait du vin, faisait le vin aussi? C'était mon grand-père, bon papa, donc, bon papa, qui faisait, voilà. Mais du vin pour vous ou il en faisait aussi le commerce? Non, on en faisait un peu de commerce, mais bon, c'était pas. Et qu'est-ce que, ouais, j'ai voulu partir de la cave coopérative. C'était pas, je suis pas fait pour ça. Voilà. Et donc, j'ai quitté la cave coopérative. Bon, ça a pris un peu de temps, ça a pris quelques discussions un peu tendues, un peu, bon, voilà, mais bon, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Tu dis la cave coopérative, c'était pas fait pour moi. Tu peux en dire plus? Qu'est-ce qui te gênait? Ce qui gênait, c'est que bon, nous, tu le vois, on a un terroir, c'est sec, c'est aride, on fait très peu de raisin, et donc on essaye de faire de la qualité surtout. Moi, c'était mon but déjà. Et
Et la cave coopérative, entre Marseillette et Guevive, bon, c'est des terrains qui Ah oui, sont plus capables de fertile, qui faire, donne voilà, bien plus, beaucoup de raisins. avec Donc, des qualités voilà, médiocres, et tout voilà, ça a été mis à la masse. voilà. Ah, ouais. Donc, il n'y avait aucun. Et pour moi, l'idée, c'était de faire du bon vin et de le valoriser. Et on a fait les premières cuvées, les premières mises en bouteille en 1987. 1987. Donc, tu vois, ça a pris quelque temps Ok, avant Mais il a fallu que tu apprennes ce métier, parce que, Mais oui, enfin, les deux métiers, il y a le métier à la vigne, et puis il y a le mais métier au oui, chou. mais ça, tu vas, bon, il y avait eu mon bon papa, là, qui m'a bien aidé, qui était déjà âgé, donc, certains disent que je suis un autodidacte. Autodidacte, ouais. Voilà. Ah, mais c'est moi qui me suis rendu compte que telle parcelle était meilleure que d'autres, et puis Et un pas après l'autre, parce que tout ça, c'est sur un temps long. Donc, entre 75, où tu prends la décision de quitter la coopérative, et 87, donc 12 ans, ouais, avant que tu fasses une bouteille. Donc ça, c'est la période d'apprentissage, voilà. où tu as fait du vin avant de mettre en bouteille. J'ai fait du vin avant de me mettre en bouteille. Et bon, j'avais pas, si tu veux, la volonté. Quand tu es jeune, tu penses aussi à faire la fête. Oui, non? Et je rugby aussi. En principe, les deux allaient de pair. Mais bon, donc il a fallu un peu d'expérience. On ne peut pas dire d'expérience non plus, mais un peu de temps pour arriver à finaliser un peu tout ça. Puis on est passé de VDQS à Minervois, on est passé en AOC. C'était à l'époque. AOC. Ah, oui. Voilà. Minervois était BDQS. Minervois était VDQS. C'est en 85 qu'on est passé À AOC. l'époque, ça voulait dire quelque chose. Ben, si tu veux. En termes d'ouverture de marché, peut-être c'était Et voilà, franchement autre chose de passer au C. Et tu étais au même niveau que les grands de région viticoles de France. Hein. Voilà, donc, mais bon, De là, c'était plus du vin de l'Aude, c'était du Minervois. c'était du, ouais, Parce qu'à l'époque, la réputation du vin de l'Aude était une réputation de volume, mais de piètre qualité, globalement. oui, mais sauf que des fois, il y a des citernes qui partaient, voilà, hein, d'accord, voilà, hein, qui partaient, bon. Je dis bien à l'époque. Et du bon vin, je pense qu'il y en a toujours eu. Oui. Ça, Il n'était pas identifiable. non, il partait je pense que les vignerons, nous n'avons pas eu la volonté d'aller mettre nos vins en avant, d'aller les présenter. Et donc, on vendait À qui voulait acheter. voilà, qui eux étaient capables de le valoriser, de le baptiser d'une façon ou d'une autre, rebaptiser, et puis voilà. Mais nous, Donc, voilà. 87, les premières bouteilles. Voilà. Et après? Alors, il y a un truc qui est rigolo, c'est quand on passe en 85 en AOC, il y a des technocrates parisiens qui décident que il faut arracher des cépages tels la Ramon, l'Alicante, le Réveil-Rhin, le Piquepoul. Il faut limiter le Carignan à 30% de l'encépagement. Et nos syndicalistes admettent tout ça, acquiescent tout ça. Ils nous font planter de la Syrah, du Mourvèdre, de beaux cépages, certes, en AOC. Ils nous font planter un vin de Pays d'Oc, des Merlot, des Cabernet, Alors que c'est pas la région. des Chardonnay, des Sauvignons, voilà. Et puis arracher nos cépages emblématiques de la région. Là, il y a quelque chose qui me gêne, à cette époque-là, les anciens qui avaient mon âge à l'époque ne voulaient pas arracher les vignes pour les replanter dans les caves copes. Ils voulaient plus ces raisins-là. Donc, ils venaient me voir, ma vigne est à côté, il y a de l'Alicante, il y a de la Ramon. Est-ce que tu veux me la vendre? Est-ce que tu veux me l'acheter plutôt? Et j'ai dit, ok, bon, on voit comment. Et puis voilà. Et on a commencé donc par faire une cuvée avec tous ces cépages interdits. Les mal aimés. Les mal aimés. Alors, c'est la réponse donc à la question que tu posais Gilles, donc Gilles Bertrand-Dias, qui était ton prédécesseur, c'était notre 4e vidéo, qui connaît tes vins, on en voit souvent ensemble, qui lit tes écrits,
et qui nous avait demandé, demandez à Pierre Cross pourquoi les mal Et aimés. voilà, mais tu as la réponse. Il y a la réponse. J'ai la réponse, voilà. Voilà pourquoi les mal aimés. Et c'est d'autant plus absurde que des appellations comme Châteauneuf-du-Pape, par exemple, ont su garder tous leurs cépages et rajouter les cépages qu'on leur a demandé de rajouter. Mais ils ont su garder tous leurs cépages. Nous, ici, nous avons été incapables. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Les hommes de l'époque. Voilà, qui sont toujours les mêmes. Oh, ils ont vieilli sûrement. Loin, une question essentielle Ouais. que qu'on aurait dû poser en tout premier lieu. Rouge ou blanc? Rouge ou Euh, blanc? écoute, moi, c'est rouge, c'est rouge, c'est rouge. Et, voilà. Et moi aussi. Et toi aussi. Les rocs. Tiens, voilà. Il n'y a pas de question plus importante. Je me souviens en rentrant du Chili dans l'avion, ils te demandent pas si tu veux un whisky, un coca, ils te disent rouge ou blanc. Oui, Ou oui, éventuellement oui. rosé. Mais voilà. Et tu sais, ici, il y a une chose qui est sûre. Il y a une chose que j'apprends tous les jours et qui m'agace, qui me déçoit même. C'est qu'on n'est pas fier. On n'est pas fier d'être d'ici. On n'est pas fier de rouler les airs comme les gens du pays. On n'est pas fier de ce que l'on produit. Et pourtant, nos vins n'ont rien à envier à aucune autre région C'est magnifique. mondialement. Mondialement. Voilà. Donc, et nous, on est des imbéciles. Ah, la confiance en soi et la Voilà. confiance collective. Voilà. Mais bon, voilà. Ça a été, c'est un constat, c'est un échec pour nous, pour moi, pour la région, pour le coin. Pour toi, tu es conscient de ça, tu es conscient des valeurs de ton territoire, de ton terroir, de ta culture, de tes produits. Tu es fier de ce que tu fais. Oui. Tu regrettes simplement que vous n'ayez pas transformé ça en confiance collective. Je suis déçu que mes voisins, Badens est un village, quand j'ai commencé, il y avait plus de 800 hectares de vignes sur la commune. Je te parle sur la commune. Sur la commune, pas sur les écages, il y avait 60 caves particulières avec des cuves béton. Aujourd'hui, je pense que s'il y a 200 hectares de vignes, c'est le maximum. Et il y a une cave et demie qui fonctionne. Voilà. Donc, pour te situer un peu La baisse du nombre des agriculteurs, des viticulteurs, mais des agriculteurs aussi, elle est partout. Elle est partout. Globalement, la taille des outils de transformation a augmenté partout. Oui. Pour autant, tu fais une liaison entre cette présence massive des viticulteurs et donc de l'économie viticole et la confiance collective, la satisfaction de vous-même et de ce que vous faites. Je pense que les mecs, s'ils étaient fiers de faire ça, d'abord, c'est malheureux à dire, mais tu sais, pour moi, on est une région qui n'a pas encore tout compris. On est des tractoristes. On n'est pas les gestes essentiels de la vigne, tailler, greffer, vendanger. Je sais pas si on sait faire. Je sais pas si on veut faire si on a envie de faire du bon vin. J'ai des doutes. J'ai beaucoup de doutes. On est toujours sur la masse. Il faut faire du vin. Il faut faire du raisin. Beaucoup de raisin. C'est l'atavisme paysan. Et produire, après l'état de misère, il a fallu le réflexe, c'était de produire beaucoup. Pour ne pas manquer. Oui. Ouais, mais bon. L'état a changé. Voilà. Mais je pense, pour moi, de toute façon, quand on aime sa vigne, il faut, le seul moyen c'est d'en tirer du bon vin pour Oui. Voilà. C'est En pas plus, de faire dans ce territoire qui est aride, qui est parfois assez peu fertile, qui est sec, hein, avec des déficits hydriques forts, vous ne pouvez pas prétendre à faire des hauts rendements. Donc, des rendements faibles avec des prix faibles, ça passe pas. Non, mais bon, c'est sûr. Alors on peut valoriser. Mais c'est à nous de trouver de la parade, de trouver tu vois ce qu'on goûte là. Ce qu'on goûte là, il y a du Nebbiolo, il y a du Torrega National, cépage de nos voisins italiens ou portugais. Donc
qui vont amener quelque chose. Et ça, pour le planter chez nous, c'est quelque chose qui a été, c'était en 2020 à peu près, ces plantations-là. C'est quelque chose qui a été, qui m'a demandé 3-4 ans de discussion avec tous les organismes que nous payons grassement. L'INAO, la Chambre d'agriculture, tous les organismes, le syndicat du Minervois, tout le monde y a mis son veto. C'est monté jusqu'au ministre de l'Agriculture qui m'a donné son accord. À condition de Mais tu dis, pour utiliser ces cépages-là, pour planter ces mais cépages-là. utiliser ces cépages-là, pas pour revendiquer l'appellation européenne. Non, vin de France. Vin de France. Vin En de plus, France. simplement pouvoir les planter. Simplement pouvoir avoir le droit de les planter. Quelle raison t'étais-elle opposée? Aucune raison d'après la Chambre d'agriculture, c'était, tu te rends compte si tout le monde fait comme toi dans les caves coopératives, comment ça va se passer. Voilà. Mais bon, je suis en cave particulière, donc j'ai fait ça. Donc j'ai eu l'autorisation au bout d'un certain temps, à condition évidemment de planter une rangée de petits verres d'eau, une rangée de merlot, une rangée de cabernet, une rangée encore d'autres choses. Et puis de ne pas toucher de primes de plantation comme mes collègues, ça c'était bien sûr. Et puis surtout de donner 10% de ma récolte pendant 10 ans à la Chambre d'agriculture de l'Aude. Voilà. C'est un peu révolutionnaire. Certains l'appellent du racket. Et qu'est-ce qu'ils en font? Donc ils en font la même chose que nous, tu vois. Mais Non, mais ils essayent, c'est quoi pour alors, un théorique suivi de la qualité, pour voilà, expérimenter? voilà. Donc, et donc moi qui n'ai pas pris de prime de plantation, moi qui ai rien touché, qui ai servi, qui me suis mis en tant que cobaye, qui ai tout tenté, qui avait tout donné. J'avais donné les adresses des pépiniéristes en Italie, au Portugal. J'avais tout mis en place, fait déguster les vins qui coûtaient en Italie notamment relativement cher. Et bien maintenant, ces vins-là sont, les gens qui pouvaient planter ces cépages-là touchent des primes de plantation. Alors, merci qui? Merci Pierre Cros. Ah, punaise. Ouais, non, mais il y a tellement de paradoxes, tu sais, comme ça. Tu nourris un fort ressenti quand même, hein, face aux organisations professionnelles et à ceux qui sont censés te défendre, nous représenter. Voilà. Mais c'est un autre exemple tout bête, on aurait pu commencer par Tu n'as pas eu d'alliés, jamais? Non, je suis quelqu'un d'indésirable, que ce soit au niveau des syndicats ou même au niveau de la commune. Voilà. Mais un truc tout bête. On parlait des mal-aimés il y a 5 minutes. Les mal-aimés, donc tous ces cépages-là, Alicante, Aramon, Picapoul, qu'on nous a interdit en appellation, mais tu vois, ne voit-il pas que quelques années après, la Chambre d'agriculture est venue me trouver en me demandant de planter chez moi une vigne expérimentale de ces cépages-là pour récupérer les bois, une vigne mère, pour récupérer tous les bois de ces cépages-là, pour les redistribuer dans Languedoc-Roussillon. Et la réponse? La réponse, évidemment, ça a été oui, ok, merci, c'est du pain béni pour moi. Mais ils n'ont pas compris que les anciens... Tu n'as pas cherché à te venger, tu l'as accepté. Oui, bien sûr. Mais ils n'ont pas compris que ces cépages-là, ils étaient là avant nous et que les anciens, ils n'étaient pas forcément plus cons que nous. S'ils avaient mis ces cépages en place, il y avait sûrement une bonne raison. Du merlot vers chez nous, il n'y a rien qui pousse. Non. Voilà. C'est des paradoxes, tu vois. Des gens qui nous gèrent, qui nous dirigent, soi-disant. Pas de commentaires. Hein. Je pensais que tu allais me dire oui, tu as raison. Non. Mais très souvent, avec des approches ou des idées un peu différentes des autres, on n'a pas d'autre argument que d'essayer de convaincre. Au bout du compte, à la fois tes produits ont convaincu, puis au bout du compte, quelques années après, les gens de la Chambre d'agriculture de l'Aude sont venus implanter une vigne de pied mer chez toi. Mais ils reviennent, pardon, ils reviennent. Mais ils reviennent. S'ils reviennent, c'est qu'ils aiment. Ben oui, non. Tout le monde a le droit de se tromper. Bien sûr. On devrait persister moins longtemps dans l'erreur, parfois. Oui, on devrait être un peu plus ouvert, un peu plus réceptif. Donc alors après ton développement commercial et tout ça, qu'est-ce qui s'est passé après les premières bouteilles, les premières mises à marché? C'est pas le tout d'avoir un produit, d'arriver à mettre un produit fini, intéressant dans une bouteille, oui, mais il faut le vendre. Il faut le vendre.
il faut le vendre. Alors, quand tu penses que tu es bon et puis que tout le monde va venir chez Ça toi, suffit pas. c'est pas ça, c'est pas Ah, vrai, non. c'est pas la vraie vie, non. Il faut se bouger aussi pour aller présenter ses vins, et ça, j'avoue que c'était pas mon point fort. Ah oui. Non, 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 non. Moi, je suis. Faire la démarche, partir à l'inconnu, faire des salons. Comment tu as fait? Mais j'ai fait quelques salons. J'ai fait quelques salons. À partir des années 90, un peu plus de 90, on en a fait avec les caves particulières. C'est pas évident quand tu es à côté de Bourgogne ou de gens comme ça, qui ont une file d'attente devant leur stand, et que la file d'attente est devant le tien même. Oui. Donc voilà, c'est des souvenirs, mais, et maintenant, Tu t'es fait aider là? Tu te faisais assister ou tu faisais seul? les salons des caves particulières, on le faisait par l'intermédiaire de la Fédé des caves particulières. Mais bon, après, tu vois, au niveau de la Chambre d'agriculture, avec l'ancien président, avec qui on avait sympathisé, bon, le rugby nous rapprochait aussi un peu quand même. Et donc, il m'avait pris sur quelques salons, notamment pour des vins de pays d'au-delà qu'on faisait, vins de pays primeurs, des choses comme ça, qu'on ne fait plus d'ailleurs. Et alors je sais que tu as des clients importants à l'étranger, en Belgique Ouais, ouais, notamment. ouais, ouais, Et ouais. alors tout ça, c'est quoi? C'est des rencontres qui se sont faites au fil du temps? Alors, Le rugby a compté là dans le réseau peut-être? enfin, bon, le rugby, c'est du plaisir, c'est la fête, mais c'est pas les rugbymen qui me font vivre. Oui. Voilà. Euh, je pense que la qualité des vins a été reconnue par le guide Hachette des vins Ah. depuis le début. On a présenté au guide Hachette et on est sorti. Je, je crois qu'on est le domaine en France avec le plus de coups de cœur dans le guide Hachette des vins. Je te dis pas sur Badens ou sur l'Aude ou sur le Languedoc. Je te dis en France. Donc, on sort tous les ans avec 2 cuvées. On n'a pas le droit d'en présenter davantage. Donc, voilà. Donc ça, si tu veux, ça aide énormément. Les gens te contactent, ils voient sur les guides, on peut venir goûter, on vient goûter, et puis... Immédiatement, tu as proposé cette possibilité d'accueillir les uns les autres au caveau. Ben oui, je préfère accueillir au caveau que d'aller Oui. à Paris faire voilà, chacun son truc. Oui. Bon, j'ai eu l'occasion d'y aller. Mais de fait, de par l'initiative que tu as pris d'ouvrir le caveau, ça t'a permis d'accueillir beaucoup de gens qui sont devenus tes clients. Oui. Ouais. Oui, 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 oui. Donc, d'envoyer des invitations, puis après, bon, ça s'est développé petit à petit, et puis à l'export, comme tu disais, on est dans plus de 20 pays quand même. Ah. Tu as une petite structure comme la mienne, c'est pas mal, quoi. Ça permet de ne pas avoir tous les œufs dans le même panier, comme on dit Comme on dit chez nous. Voilà. Et, Et comme ça, Donald, on peut lui faire un petit coucou, Donald. ah, ben voilà, sans savoir comment l'aborder, j'allais te poser cette question-là. Bon. Avec mon fiston, on l'appelle le BACR, le blond à cravate rouge. Ah. Bon, bref. Donc tu n'es pas trop dépendant de tout ça. Alors, qu'est devenu au fil de toute cette saga l'entreprise aujourd'hui? Donc c'est ton vignoble, toutes ces parcelles, donc ces cuvées qui sont très très typées, très différentes selon Ouais. tes parcelles, et le volume de tout ça. Tu as une quinzaine d'hectares, je crois. Oh non, attends, aujourd'hui en vigne, nous avons 26 hectares Ah. et je viens de planter Et tu viens de 2 hectares et demi. 2 hectares. Et l'an prochain, avec la collaboration de la Chambre d'agriculture, Ah, nous allons mettre en place j'espère, du carignan blanc. J'espère de la clairette, des cépages de chez nous, peut-être du terrette, et peut-être, pourquoi pas, tester de nouveau un portugais, comme on avait fait avec le Torrega National, de l'Albarreño. Mais on en est au stade de la discussion, les champs seront bientôt prêts, et
c'est toujours envie de découvrir quelque chose, d'avancer dans ne pas rester figé. Alors, tu vois, tu me disais rouge ou blanc tout à l'heure, et là, on va pousser un peu vers du blanc. C'est vrai qu'il y a de la demande commerciale, mais c'est vrai aussi que j'ai goûté de très, très bons Carignan blancs. Ouais. Et c'est ce qui m'a donné l'envie. Puis, vous avez un climat qui est favorable pour les blancs. Enfin, je connais bien ton blanc d'Europe. C'est L'Écosse, c'est le blanc. l'Écosse, pardon. C'est très bon. À la fois beaucoup de lumière et des amplitudes thermiques assez marquées. Alors, Pour le finir, alors, ça doit le faire. Hein. si tu veux, l'Écosse, c'est fraîcheur, vivacité, mais c'est minéralité. C'est un terroir qui est exposé plein nord. C'est des terrasses exposées plein nord. Ce qui permet justement de garder tout ça. Là où on est, ça va être dans les Aspres, hein, où je vais planter ça. Et dans les Aspres, on fait des vins chaleureux, des vins puissants. Il y a plus de soleil. C'est pour ça que l'idée de revenir sur ces vieux cépages, sur les cépages de chez nous, je vois ces cépages-là, Oui, voilà. chez nous, dans ce coin-là. Donc, en plus, avec la vigne, ce qui est bien entre le moment où tu décides de planter et le moment où tu auras les vins, tu as le temps de réfléchir. Oui, non. Si c'est un C'est ou deux bien. qui conviennent pas, mais ça ne met pas sur le capot quand même. Ouais. Bon, ouais. Donc voilà, tu vois, il y a toujours des projets. Et alors, et tu arrives à vendre en bouteille l'intégralité de ta production parce que bon, 26 hectares, même si vous faites pas 100 hectares ici, heureusement, Ouais. ça fait quand même des bouteilles tout ça. Oui, ça fait des bouteilles, mais les parcelles les cuvées que tu connais comme les Aspres, quand on est en dessus de 15 hectos, on n'arrive jamais à 20 hectos. Quand tu vois le clos c'est entre 12, 15 hecto-hectares. Pour situer, Ikem, c'est 8 hectos ou 12 hecto-hectares, les choses, voilà. Donc, il y a forcément très peu de bouteilles. C'est des cuvées qui sont confidentielles. Bon, quand tu fais 3000, 4000 bouteilles de ce cuvée-là, c'est heureusement que je peux les vendre. Oui. Voilà. Quand on fait des Carignans, tu vois, qui ont été décriés, qui ont été les vieilles vignes. Bon, mais ça part à une vitesse aussi, voilà. Bon. Et toutes ces cuvées qui sont les cuvées, allez, les cuvées mythiques et les cuvées haut de gamme du domaine, les plus concentrées du moins, hein. Mais on va devoir les passer en d'appellation d'origine protégée à vin de France. Parce que? Parce que il n'y a qu'un seul cépage dedans. Ah oui. Et en AOP, il faut pas plus de 80% d'un cépage. Ouais, bon, mais ça, c'était un drame, ça aurait été un drame il y a 50 ans. Mais désormais, tu trouves à la table des restos des pinards à des bouteilles Oui. à 100 balles, 20 de France. Oui. Et la notion AOP, autant peut-être sûrement encore très importante sur les fromages ou certains produits, autant sur le vin, ça s'est beaucoup dilué. Hein, Oui, tu as raison, c'est vrai. c'est pas ça qui va te mettre sur le capot. Non. Tu as raison. Mais bon, c'est un peu couillon quand même aussi. Ouais. Bon. Parce que moi, je suis fier d'être du Minervois. Oui. C'est peut-être le Minervois qui est pas fier d'avoir des racines, des choses comme ça. Il m'étonnerait quand Voilà. même. Je pense que tu peux être un bon ambassadeur de ta région. Et alors, quel regard Ruben, sur un propos, ça me paraît très très important un propos précédent sur l'identité collective. On n'a pas conscience de nous-mêmes, on n'a pas conscience de la qualité qu'on produit, on n'a pas conscience en notre identité, la qualité de nos vies ici. Quel regard portes-tu depuis l'époque, sur les 50 dernières années, sur l'évolution de ça? On n'a toujours pas confiance, pas plus confiance, un peu mieux confiance. Il y a beaucoup moins, infiniment moins d'agriculteurs. Oui. Mais dans la conscience collective. On est des tractoristes, on n'est plus des vignerons, pour moi, on est des tractoristes, donc voilà, il faut faire ça. Et la passion du métier, elle se transmet pas. T'as pas l'impression qu'on soit sur des schémas de transmission du métier? Il n'y a pas d'initiatives qui sont prises dans ce sens-là? Tu parles de la chambre d'agriculture, par exemple. La chambre d'agriculture, son message, c'est toujours, en fait, des volumes pour baisser vos coûts parce que les prix vont baisser ou?
peut-être ils le disent pas, mais eux, les responsables le font. D'accord. Ça dit un bout de la réponse. Il y a des patelins, ils n'ont pas de flotte pour boire, pour se doucher, mais ils ont de la flotte pour arroser les vignes. Oui, parce que Ça- ici, tes vignes ne sont pas irriguées, mais une partie, mais surtout dans la partie pleine, d'ailleurs, il faut qu'il y ait la ressource en eau, et une bonne partie des vignes sont irriguées. Une bonne partie. Ah Oui, oui. Ouais. Oui. Donc, et là où les vignes sont irriguées, bon, évidemment, le vignoble est mieux entretenu, ça c'est sûr aussi. Ça, bon, c'est une autre. Oui, il y a des parcelles franchement bien faites. Hein. Oui, c'est Oui, bien fait. C'est beau. c'est. Les rangées sont longues, il y a du feuillage partout, il y a bon. Voilà, Et la machine ne tourne pas sans arrêt. Voilà. Bon, mais tu viens chez nous, tu vas dans les vignes, tu as la roche qui va passer dessus, donc il va manquer les plants. Ah oui. C'est un truc comme ça. Tu viens chez nous, tu as les vendanges à la main. On n'a pas des gros tracteurs parce que c'est pas la peine. J'ai l'impression, voilà, c'est ça. Plus le tracteur est gros, plus l'homme est puissant. On devient comme ça chez nous. Voilà. Le tracteur est le prolongement des rilles de l'homme. Voilà. Comme la bagnole dans les banlieues à l'époque. Voilà. Si en plus ton tracteur est vache. Bon, continue. Allez, le rugby. Parle-nous du rugby parce que je sais à quel point c'est important. Le caveau est tapissé de photos de rugby, Oui. Et ça ne peut pas ne pas être important. Tu disais que c'est pas les rugbymen qui te font vivre. Ça, non. Je veux bien le croire. Mais le rugby, le territoire est rude ici. Il m'est arrivé de venir jouer à Olombel, je crois. Là, c'est par là. Dans l'Aude, non? Olombel. Non, c'est pas comme ça que ça. Enfin, putain, des gens rudes. Le rugby rude. Ouais. Comme le terrain, comme le climat rude. Et ça ne peut pas laisser être sans conséquence sur la personnalité. Donc, tu veux que je me lève, que je marche, tu comprends tout. Il y a le genou qui couine. Ouais. Les genoux, la colonne, bon, non, c'est. Alors, le rugby, c'est de bons moments. Et alors, ce n'est pas te faire injure, Pierre, que de dire que tu arrives à la moitié ou tu es en deuxième mi-temps de ta vie maintenant. Oui. En deuxième mi-temps. Oui, c'est gentil. Et alors, l'entreprise et tout ça, ce démarche, cette vie, mais cette vie qui se concrétise par 26 hectares de vignes, par le caveau, l'outil de transformation, la clientèle, tout ça. C'est quoi son avenir? Son avenir, figure-toi que tu vois, moi je développe. Tu as vu, on construit des caves, Oui. on avance toujours. Il y a des choses que tu n'as pas vues, d'autres caves aussi, des plantations, de nouveau planter du Nebbiolo. Je fais comme si je voulais continuer. Tant que je pourrais, je vais continuer. Voilà. Tu sais, le matin, je me lève de bonne heure. Bon, toi aussi, sûrement. Non. C'est quoi de bonheur? Ça dépend des gens. C'est très subjectif. Il faut préciser. Entre 14 et 5 heures. Ah, c'est assez de bonheur. Voilà. Et, mais je me lève pourquoi? Parce qu'il me tarde. Il me tarde d'aller de vivre ce qui va se passer. Il me tarde et pas spécifiquement aujourd'hui. Tous les jours, c'est ça, c'est l'envie. Tant que tu as l'envie, ça va. Le jour où j'aurai plus l'envie, où j'aurai plus l'envie, bon, mais je penserai à ce que tu me demandes, comment tu vas transmettre, j'aimerais pas. Je suis pas quelqu'un qui aime l'argent au-delà. Ce que j'ai fait, je l'apprécie, j'aime ce que j'ai fait. Et moi, j'en suis fier. Mais, si je peux le transmettre à quelqu'un qui a la même philosophie que moi dans la vie, et même si j'ai pas suffisamment de pognon, que j'en ai assez pour vivre, j'ai pas des goûts voilà, c'est tout ce que je demande. Voilà. Par contre, il y a plein de choses qui sont incertaines, mais il y en a une qui ne l'est pas. C'est notre mortalité. Oui. Il est certain qu'on va mourir. Ben oui. Et il est certain que le vieillissement est en cours. Et avec un peu la baisse d'énergie et l'occurrence d'accidents de santé qui augmente. La baisse d'énergie, elle est évidente, mais il faut la compenser différemment. Et tu la compenses par
peut-être un peu plus de présence, peut-être un peu plus de travail dans la tête et de savoir déléguer et aux uns et aux autres les choses à faire. Bon, ça, tu es obligé. Alors, mais tu as des enfants, je crois. J'ai un gamin, ouais. Tu as Enfin, un gamin. un gamin qui peut un Oui, gamin, oui. voilà. Ouais, 6 ans quand même. Hein. voilà. Voilà. Et qui n'envisage pas, tu ne comptes pas sur lui ou il ne compte pas sur toi, ce n'est pas dans ses projets que de... Non, je pensais pas. Je crois qu'il a 28 ans et, bon, et moi j'en ai 64. 60, je suis plus capable d'aller faire voir, d'aller faire tout voir. À la vigne, au chai, bon, comme tu disais avec mes genoux, j'ai du mal à monter aux échelles. Voilà, Bon, ça c'est normal, c'est le temps de la vie. voilà. Et donc, tu n'es pas inquiet quant au déficit d'énergie qui doit être donné, parce que l'entreprise, elle déborde de l'énergie. Oui. Tout ça déborde de l'énergie. Et qui n'est pas que intellectuel, qui est aussi... Ben oui, non mais bon, les jeunes, il faut qu'ils se bougent, ceux qui bossent avec moi. Et ouais. Mais, Et si t'es pas son fils, ça sera quelqu'un d'autre. mais ouais, mais tu sais, aujourd'hui, on est noyé sous la paperasse. Bon, toi, tu dois le savoir, mais en tant que vigneron et en produisant de l'alcool, tu es encore Il y plus a une petite couche supplémentaire. Ouais. les douanes, les ci, les là, quand tu fais de l'export, c'est pas pareil quand tu exportes au Japon ou quand tu exportes aux États-Unis ou non. Donc, Enfin, nous, on a des procédures pour bien prouver qu'on n'a pas oublié nos pinelles numéro 8, tu vois, de 23 cm à l'intérieur des salades pour pas que les gens se les plantent à la gorge. Enfin, bon, non, mais il n'y a ouais. pas de limite à la connerie. Oui, non, On mais est bon. d'accord. Donc là, il faut du monde pour gérer ça. Et oui, Et oui, mais bon, quand tu veux avoir du vin, quelques années avant, tu as planté, à planter la vigne. oui. Et que n'investis-tu pas sur des énergies jeunes qui, non seulement t'apporteront leur énergie dont l'entreprise a besoin, mais qui peut-être peuvent s'inspirer complètement de toi pour prolonger ton œuvre. Mais, C'est une question oui, dont- non, très intime quand même. non, mais si tu veux, ben, je suis clair dessus. Je vais te répondre. Il y a des gens qui voient quand même ce qu'on fait, qui goûtent les vins, qui savent. Ça, c'est une satisfaction quand même. C'est une satisfaction, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu fais pas, t'es pas un fournisseur de matières premières, je sais pas, de pommes de terre à fécule, à faire 10 000 tonnes, à regarder le cours de la fécule à Chicago, enfin. Ou de fraises. Ou de fraises d'ailleurs. Pas de ça. Je te remercie, je te félicite de ta spontanéité, de ta franchise. Si tu avais un conseil à donner aujourd'hui, un jeune gars, allez, on va pas théoriser, quelqu'un de ta zone, euh, quelqu'un qui vient te voir, qui dit, moi je veux faire paysan, Pierre, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Pas si je dois faire de la vigne ou pas de la vigne, des oliviers ou tel cépage. Qu'est-ce qui est nécessaire à ma vie d'homme, dans mes propres vertus pour développer mon entreprise et vivre bien mon métier? Parce que vivre bien de son métier, c'est une chose, vivre bien son métier, c'en est une autre. Et quand on peut vivre bien son métier et de son métier, là, c'est le Graal. Quel conseil donnerais-tu à des jeunes gens aujourd'hui? Non, il faut faire ce qui te plaît dans la vie. C'est le. Jeune ou moins jeune d'ailleurs, quelqu'un qui Ouais, démarre le non, truc. Hein. à partir du moment où tu arrives à faire ce qui te plaît, c'est difficile parce que les besoins, on n'a pas tous les mêmes besoins. Moi, avec que dalle, je vis, je mange, on n'a pas les mêmes besoins. Ça, c'est une chose. Moi, le besoin que j'ai, c'est de me lever avec l'envie d'avoir fait ce que je vais faire. Pour moi, c'est la base de la vie. L'AMDI. Tu te vois, moi je me vois pas employé de mairie, à la planque sur le manche d'un balai, non. Je peux pas passer 8 heures comme ça, ou 7 heures, ou 6, je sais pas. C'est pas possible. Chacun sa philosophie de la vie. Le gars, s'il est motivé, on a des oliviers, on n'a pas d'eau. Voilà, mais l'huile d'olive, j'adore ça. Je le fais avec plaisir. Ça me coûte les yeux de la tête, mais je le fais avec plaisir. Je bouffe tout le pognon que je veux. Voilà. Donc je vais pas dire à un jeune, fais de l'huile d'olive dans les aspes ou dans le clos.
Mais moi, je le fais parce que quand je ouvre ma bouteille d'huile et que je te mets 4 gouttes d'huile dans le truc, mais tu vois la différence. Hein. Tant que c'est de l'huile. Et voilà. Bon, ça, c'est la philosophie de chacun. C'est difficile de conseiller. Si j'avais conseillé à quelqu'un, je leur dirais, fais instituteur. Tu as 2 mois et demi de vacances en été. Non, mais c'est pas toi du tout. Voilà, mais On se souvient du slogan de Moscato, des couilles, des couilles, des couilles. Oh, mais on n'allait pas exactement là, mais de l'envie. oui. L'envie. À part ça. Donc, fais ce que tu as envie, et si tu as envie, sûrement tu le feras bien. Je pense. Voilà. L'envie, c'est bon si- pour tout. Tu et parlais du rugby tout à l'heure. Si t'as pas l'envie, Eh oui, oui. tu restes à la maison. Oui. Ou tu restes sur le bord de touche et tu vois des demi. Oui. Mais tu rentres pas sur un terrain. Si tu rentres sur un terrain, il faut y aller. Et pas hésiter à se faire mal. Et prendre plaisir à la douleur. Et voilà. Putain, qu'elles étaient bonnes, les douleurs. Nous, on jouait, après, à 40 ans, on jouait le vendredi soir. Et le samedi matin, je me souviens de descendre de ma chambre, tu vois, l'escalier, et me dire, j'arrivais pas à trouver le moindre endroit de mon corps qui ne me faisait pas mal. Ouais. Mais putain, Ah, mais c'était des bonnes douleurs. Tu étais fier. Mais moi, j'ai pas tenu jusqu'à là, tu vois. Hein. J'ai pas tenu jusqu'à là, jusqu'à 40 ans. Hein. Loin de là. Hein. De se souvenir de tout. Des bons et des moins bons moments. Puis même si on est en deuxième mi-temps, l'un et l'autre, hein, Oui. ça peut être bien la deuxième mi-temps. Des fois, il y a des moments au finish, jusqu'au dernier instant, on ne sait pas comment ça va finir, il y a un suite plein de coups et du plaisir à vivre ces moments-là. Bon, on se frappe la main. Merci Pierre, au revoir. Super.